C'est la fraternité qui entraîne le nous. Il n'y a pas les autres et moi. Il y a nous, eux et nous, les inclus contre les exclus. Les derniers mots de Claude Dillain dans ce film résonnent plus que jamais. Les habitants des quartiers populaires, grands oubliés des débats de cette campagne présidentielle, voire grands oubliés de la République. Pourquoi cette absence? Que dire du bilan des différents gouvernements dans les quartiers depuis les révoltes de 2005 et la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré qui feront de Clichy-sous-Bois un symbole? Hier, aujourd'hui et demain, la banlieue est-elle condamnée à rester le lieu du ban? Pour en débattre, Bruno Béchiza, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains d'Aulnay-sous-Bois, vous êtes secrétaire national Les Républicains à la sécurité, bienvenue à vous. En face de vous, Olivier Klein, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire PS de Clichy-sous-Bois, c'est vous qui avez pris la suite de Claude Dillain quand il a été élu au Sénat, bienvenue. Enfin, Amé, vous êtes auteur-réalisateur et vous faites partie du groupe La Rumeur et vous avez signé Les Derniers Parisiens, donc un film qui est sorti en février dernier. J'ai bon? Très bien, parfait. Bon, parfait. Messieurs, première question déjà, peut-être Olivier Klein. Ce film est extrêmement touchant, qui raconte le parcours de Claude Dillain, qui est mort brutalement en 2015. Il a toujours été donc le héros de ces quartiers populaires qu'il aimait tant. Est-ce que, grâce à Claude Dillain, Clichy a aujourd'hui changé? D'abord, effectivement, c'est un film qui est pour moi et pour les Clichysois qui l'ont vu en avant-première à Clichy-sous-Bois extrêmement émouvant. Un film important, je dirais, parce que dans une période où parfois les hommes politiques sont pointés du doigt, et je crois qu'à travers Claude, d'une certaine manière, c'est aussi l'ensemble de la classe politique. Et puis le parcours d'un homme politique, on le voit médecin, on le voit porte-parole de sa ville, porte-parole des quartiers populaires. Donc évidemment, Claude Dillain a joué, et joue encore, parce que j'ai du mal à parler du haut passé, un rôle important dans cette prise en compte. Quand on le voit au congrès du Parti socialiste parler de tartufferie, de Tartuffe, c'est des moments extrêmement forts. Alors évidemment, pour moi qui résonne particulièrement, parce que j'ai passé presque 30 ans de ma vie à ses côtés, donc c'est forcément quelque chose de particulier. Et pour ma part, je crois qu'il a participé, comme il le disait, à pointer du doigt la réalité de ce qui peut être une poudrière, et puis à dire aussi ce qu'on pouvait faire pour que les choses changent, et y a participé. Alors Bruno Béchiza, on se souvient tous de Ziad Benna et Bouna Traoré qui en 2005 sont morts, ont trouvé la mort après une course-poursuite avec la police dans un transformateur EDF à Clichy. 3 semaines de révolte sociale dans toute la France, donc dans les quartiers populaires. C'est ça qui a participé à la prise en compte, à la mise sur agenda de cette question des quartiers, où ça a commencé bien avant? 2 mots quand même, puisqu'on salue un homme, et c'est quand même l'objet aussi de cette émission. Respect et amertume. Respect pour l'exemplarité républicaine. On parle d'ascenseur social, il faut voir aussi son parcours qui malheureusement ne résonne plus aujourd'hui alors qu'il existait. Amertume parce que je pense qu'à ce moment-là, il a eu les mêmes sentiments et malheureusement la même absence de certains acteurs dans l'État que dernièrement pour Aulnay-sous-Bois, le maire que je suis d'Aulnay-sous-Bois dans l'affaire Théo. Donc l'amertume, parce que ça veut dire que les choses n'ont pas forcément avancé, progressé. L'affaire Théo, donc en février, ce jeune homme qui a été violé donc, suite à un contrôle policier. Et nous sommes voisins de Clichy. Donc bien sûr, il y a eu le drame du décès de ces 2 enfants. À l'époque, les 3 semaines d'émeute ont mis le sujet au devant de la scène. On reviendra dessus, on ne peut pas dire que rien n'a été fait depuis par la gauche et par la droite. Il y a eu de l'argent public, il y a eu des mécanismes mis en place imparfaitement. Borloo avait lancé en 2004 aussi des choses. Moi, ce que j'aimerais qu'on décrypte aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, dans une campagne présidentielle, effectivement, ce sujet est un non-sujet. Alors justement, cette question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette question des quartiers populaires est la grande absente de cette campagne ? D'une part, parce que nous vivons une campagne très particulière où aujourd'hui, effectivement, très peu des candidats peuvent aller au fond de leur programme. Et j'avoue en toute humilité ne pas connaître les programmes des 11 candidats parfaitement pour dire c'est mieux pour ci, c'est mieux pour ça. Et qu'on voit bien que ce sujet, soit on y va, soit on n'y va pas. Ce qu'on demande, nous, je pense qu'Olivier est d'accord, c'est qu'effectivement, on voit ça de manière globale, il y a eu des avancées, on est parti du bâtimentaire pour aujourd'hui insérer le développement économique, et on est tous satisfaits de cela. Demain, encore peut-être élargir, parce qu'effectivement, il n'y a pas que la vie des quartiers. On a la chance sur des territoires qui vont être désenclavés par demain, peut-être en 2023,
des transports qui arriveront font qu'on donne des outils par l'insertion, par le travail, par le fait de rendre... Le maître mot, c'est rendre à nouveau attractifs ces territoires. Ah mais le fait qu'il y ait une forte abstention dans ces quartiers populaires, est-ce que c'est aussi une raison pour lesquelles aujourd'hui il n'existe pas dans cette campagne ? Bon, je me garderai de m'exprimer au nom collectif des quartiers. Je livre simplement un sentiment. Mais il me semble que l'offre politique, elle est inaudible à destination des quartiers. Ou alors, lorsqu'elle est audible, c'est plutôt sur le registre punitif, coercitif, sécuritaire. Mais une offre politique qui prenne en compte les réelles conditions de vie et qui propose à l'ensemble de ces habitants-là simplement la reconquête de leurs droits. Il ne s'agit pas d'être traité de manière particulière ou d'exiger des choses particulière. Tout ce qui nous accablait et dont de nombreux acteurs avaient déjà fait le constat il y a plusieurs décennies, est là. On fait qu'empirer. C'est approfondi. Donc dans une situation comme celle-là, il est assez compréhensible de la part des jeunes et des moins jeunes. Moi, j'ai 41 ans, j'ai 3 enfants, je vis à Gennevilliers, donc je connais très bien ces réalités. Il est tout à fait compréhensible de la part de ces citoyens français-là, comment dirais-je, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais ils ont de la mémoire. Et le problème, donc, c'est potentiellement toutes les trahisons de ces majorités successives. On pourrait énumérer tout ce qui accable les quartiers populaires. Je pense qu'on en a pour 1 heure. Mais je pense qu'il y a un élément qui est cruellement absent depuis ces dernières années. C'est l'émergence d'une force politique, qui organise, qui structure cette colère, cette frustration, et qui lui donne des objectifs démocratiques, qui prend les moyens de son indépendance économique et financière, et qui propose une alternative. Une alternative. Olivier Klein, on a beaucoup trahi aussi les quartiers populaires. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de paradoxes. On ne peut pas dire que rien n'a été fait par les gouvernements. Beaucoup de choses ont été faites en réalité à travers les différentes actions de la politique de la ville. On voyait des images de Clichy-sous-Bois où on voit la forestière encore construite au moment du reportage. Aujourd'hui, elle est par terre, des bâtiments neufs sont là. La difficulté, c'est qu'on n'a jamais, je crois, était capable de mener en même temps et de front toutes les actions nécessaires sur le logement, sur l'emploi, sur les transports, sur l'école. Et à chaque fois... Il faut s'attaquer à tout l'écosystème, finalement. Évidemment, évidemment. Et c'est aussi pour ça... Moi, je crois que la politique de la ville, elle est la politique des villes et elle doit s'attaquer à toutes ces questions en même temps. Claude Gillin, et je le partage, disait il n'y a pas besoin de ministre de la ville, il faut que chaque ministre, dans ses fonctions régaliennes, fasse le meilleur pour nos quartiers. Je crois que c'est probablement ça le plus important, que dans chacune des propositions, dans l'école, dans le logement, dans les transports, il y ait un sujet particulier pour que les quartiers populaires rattrapent leur dysfonctionnement. Je prends un exemple, mais il est important pour moi. Pourquoi il n'y a pas de classe préparatoire aux grandes écoles dans les lycées de nos quartiers ? Pourquoi, quand on est lycéen à Clichy-sous-Bois et qu'on a envie de voir une classe prépa, il va falloir aller au Rincy, à Livry-Gargan. L'image de ces établissements passe aussi par là. Et jusqu'à il y a peu, vous n'aviez pas de commissariat non plus ? Non, on n'avait pas de commissariat, on le partageait avec le Rincy et Gagny, ça n'avait aucun sens. On n'avait pas de pôle emploi non plus. On se souvient tous qu'en 2012, François Hollande a été aussi élu grâce aux voix des quartiers populaires qui s'étaient massivement mobilisés. Il y a une déception, il y a eu une impatience qui était légitime, le changement c'est maintenant. Il y a eu des choses de fait. Le commissariat c'est venu avec le gouvernement précédent, le poste, l'agence Pôle emploi c'est venu avec l'action, la nouvelle politique de la ville, mais en même temps, il y a des renoncements, le droit de vote pour les étrangers, pour moi c'est une faute de ne pas avoir essayé au moins, parce qu'il y a des hommes politiques de gauche comme de droite qui n'ont cessé de dire qu'ils étaient pour, il fallait qu'au Congrès à Versailles, ils aillent dire pourquoi ils étaient contre ou pour, c'est un vrai renoncement. Le récépissé sur le contrôle d'identité, même si c'est pas ça le plus important, c'est probablement l'emploi, sur lequel on n'a pas su créer les conditions d'un retour à l'emploi plus important des habitants de nos quartiers, parce que moi j'ai 2 raisons de rendez-vous dans mon bureau le samedi matin, c'est le logement et le logement. Et d'abord le logement en premier. Bruno Béchiza, il y a quelques années, vous étiez représentant d'un syndicat policier qui s'appelle Synergie, et à l'époque,
l'époque, en 2005 notamment, donc quand on parlait de Ziad Ebouna, vous disiez que les émeutes étaient avant tout le fait d'islamistes et de dealers. Vous avez fustigé pendant toute cette première carrière la haine anti-flic et accusé donc les associations de s'engouffrer dans cette faille pour faire le procès de la police. Aujourd'hui que vous êtes maire d'Aulnay-sous-Bois, vous avez défendu donc la famille de Théo. Est-ce que le Bruno Béchiza de 2017 renie le Bruno Béchiza de 2005 et de 2013 ? Il n'y a aucun reniement. Vous savez, dans l'histoire d'un homme, il faut prendre, comme on parlait pour l'histoire de Claude, dans sa globalité. Moi, j'ai été élevé dans un HLM, dans les Hauts-de-Montreuil-sous-Bois, et j'en suis très fier. Je suis très fier d'être issu d'une famille ouvrière, où mon père avait la certitude que si j'allais à l'école et que je réussissais, j'aurais mieux que lui. Je suis très fier d'avoir eu ce parcours. Ensuite, j'ai eu 20 ans dans la police nationale, dont un engagement syndical pour lequel, je le répète, là aussi, il faut revenir à fondamentaux, un syndicaliste, il est élu pour défendre les intérêts particuliers de sa profession. C'est pour ça que les mélanges de genre. Et puis un jour, vous changez de vie, vous revenez aussi, et même si c'est le même mot, hein, police, c'est s'occuper de la cité, et sauf qu'en tant que maire, vous occupez de l'intérêt général et de l'intérêt particulier de vos habitants. Donc il n'y a pas de renoncement. Ces quartiers, il y a les 99% de personnes qui méritent qu'on se batte pour eux. Et puis effectivement, et quand on est policier, on le sait, les 1% de ceux que subissent du reste la population de ces quartiers, qui nuisent au quartier. Et quand on est policier, à l'époque, il y a une confusion qui pose effectivement problème. Quand on est maire, on ne l'a plus, parce qu'on est dans un rôle où on prend globalement la vie du quartier. Je voudrais qu'on revienne sur le documentaire un instant. Vous en parliez tout à l'heure, Olivier Klein. Claude Dillain prend la parole lors d'un congrès PS face à ses camarades socialistes. Et c'est peu dire que les mots sont forts. On réécoute. Injustice sociale et inégalité à l'école, au logement, dans la recherche d'un emploi. Voilà ce que c'est que cette poudrière. Comment la société française a-t-elle pu laisser se constituer et s'aggraver des poudrières de cette importance? Je vais être un petit peu brutal, mais je considère aujourd'hui que la société française a un regard hypocrite sur ces ghettos de pauvreté. Et pour être encore plus brutal, ces ghettos de pauvres en arrangent pas mal. Parce que quand les pauvres ils sont là, ils sont pas ailleurs et ça en arrange pas mal. Ah mais quand les pauvres sont là, ils ne sont pas ailleurs et ça en arrange pas mal. C'est peu ou prou ce que vous racontez dans votre film Les Derniers Parisiens. Finalement, ça arrange tout le monde, ces ghettos de pauvres, cet apartheid, pour reprendre les termes par exemple de Manuel Valls dont on parlait tout à l'heure. C'est un des moments forts du documentaire. Ce passage-là est très frappant. Il y en a un autre aussi, où il se fait une réflexion... Est-ce que je suis un capot ou voilà, est-ce que je suis là pour... à quoi je sers? Est-ce que je suis là pour résorber la pauvreté, le ghetto, ou est-ce que je suis là pour faire en sorte que le ghetto reste calme, que les pauvres restent calmes? C'est les deux termes de l'alternative, en fait. On est face à, d'un côté, un choix de société et puis un autre. Malheureusement... Et le choix pour vous, c'est de diviser? On l'a divisé? Malheureusement, ce à quoi on nous a accoutumés, et là je ne suis ni élu, je n'ai jamais eu de responsabilité politique, ce à quoi on nous a accoutumés, quelle que soit la majorité, c'est à une gestion, un accompagnement de la misère, de la pauvreté, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, un dressage des pauvres. C'est perçu comme ça, on le perçoit comme ça. On pointe souvent l'échec des politiques à destination des quartiers populaires, et c'est à se demander si, justement, l'échec ne fait pas partie du mode de gestion des quartiers populaires. Olivier Klein, est-ce que, justement, l'échec ne fait pas partie du mode de gestion des quartiers populaires? C'est tellement plus simple de reléguer ces populations et de les saupoudrer, finalement, puisque dans l'absolu, elles ne votent pas. Ça serait... C'est peut-être le résultat, mais c'est, je ne pense pas la volonté. Elle serait insupportable si c'était la volonté. Pour ma part, j'habite Clichy-sous-Bois. On voit le bâtiment de mon enfance au Chêne-Pointu, là. J'habite là depuis 50 ans. J'ai eu 50 ans il y a un mois. Et je ne renonce pas du tout à faire que les habitants de Clichy-sous-Bois ou des quartiers populaires aient la même égalité de chance. Bruno parlait tout à l'heure, mais
On a presque la même histoire. Je viens de Hongrie, il vient d'Italie. Moi, mes parents me racontaient « travaille bien à l'école et tu réussiras ». Et évidemment, cette promesse républicaine, qui est fondatrice, aujourd'hui, elle est plus difficile à respecter. Quand on sait que le 93, notamment, un élève du 93 perd en moyenne 1 année de scolarité parce que ses profs ne sont pas remplacés. Mais c'est pour ça qu'il ne faut jamais renoncer. Moi, je ne rêve pas d'une mixité sociale qui viendrait d'ailleurs. Moi, mon travail de tous les jours, c'est faire que les Clichychois aillent mieux à Clichy-sous-Bois et aient envie d'y rester. C'est pour ça qu'il faut les transports, c'est pour ça qu'il faut de l'emploi, sur place et à proximité. Ouais, c'est quoi la priorité, Bruno Béchiza, quoi qu'il arrive? Vous parliez aussi beaucoup dans vos différentes interviews de la nécessité d'apporter la sécurité à vos administrés. Vous parliez d'écosystème, c'est le terme. On ne peut pas prendre un problème et être le spécialiste d'un problème. Et pourtant, c'est l'ancien policier qui a été élu. Et j'ai sûrement été aussi élu pour ça. Mais il ne peut pas y avoir que la sécurité. On ne rêve pas de vivre dans un commissariat. On rêve de vivre dans une ville qui a tous les attributs d'une ville de n'importe où en France, où c'est sûr, c'est propre. Son gosse peut étudier. En sortant, il ne sait pas soit choper soit un dealer, soit par un racketeur. Pardon, et demain, il a un emploi. Ça j'entends. Effectivement, mais on a presque l'impression d'un mantra. Si vous le permettez sur ça. Quand vous disiez le cynisme, je ne crois pas effectivement au cynisme, je partage l'avis d'Olivier Klein. Par contre, bien souvent, l'appareil d'État est dans cette logique. Je suis désolé. Le fait de ne pas débloquer des fonds ou de travailler en tuyau d'orgue, on arrive à ce résultat-là. Mais je ne veux pas jeter l'opprobre sur la classe politique qui dirait qu'on a une administration avec un A majuscule qui, en France, on le sent bien, rêve systématiquement de reprendre sur le politique le pouvoir. Et c'est insupportable. On a des exemples très concrets. On voit effectivement que vous êtes d'accord sur cette question. Après, là, vous êtes le parfait exemple de gens qui portent cette question, mais il y a aussi beaucoup au sein de vos propres camps d'hommes et de femmes politiques qui stigmatisent ces habitants. On parlait tout à l'heure des racailles. Il y avait eu les sauvageons quelques années auparavant. On a parlé beaucoup de Karcher sur ces banlieusards. Le banlieusard, en gros, reste aussi la personnalité stigmatisée à la fois par les médias, par la classe politique. On a aussi un glissement depuis les attentats avec la figure du terroriste qui viendrait de quartier populaire. Est-ce que c'est pas un peu aussi facile de se dire qu'il faut plus, alors que finalement le stigmate reste présent? Amé, peut-être rapidement. Écoutez, j'ai grandi avec à peu près tous les 5 ans. Il y avait une dimension supplémentaire à la construction de l'ennemi intérieur, que Manuel Valls a lui-même qualifié. Il a utilisé ce terme il y a quelques années. Un ennemi intérieur qui est protéiforme, qui me ressemble plutôt, qui a à peu près mon âge, et qui menace à tout moment de saper les fondations de la République. J'ai eu la chance de faire des études supérieures en France. J'ai à un moment, un temps, présenté mes diplômes sur le marché du travail. J'ai créé 2 sociétés. Et puis, j'ai eu une expérience à l'étranger, aux États-Unis en l'occurrence. La chape, lorsqu'on s'extirpe, lorsqu'on s'extrait un temps de ce climat et de ce contexte, en vivant une expérience professionnelle ou universitaire à l'étranger, on se rend compte, j'allais dire, de la pesanteur et de l'écrasement au quotidien. On n'est pas simplement dans le domaine des idées, ce sont des représentations qui ont des effets concrets et qui parfois, dans quelques cerveaux dysfonctionnants d'agents de police, produisent des passages à l'acte. On est dans un encerclement, en fait. Dans un encerclement sur le plan social, économique, médiatique, politique. Ça fait qu'on peut difficilement en fait, sortir de cette problématique. Vous diriez que les banlieusards sont condamnés à rester sur le banc? Non, moi, comme disent les Afro-Américains, de chier les on us. Ouais. Il ne tient qu'à nous, de créer les conditions d'une émergence, d'une force politique, et ça s'appelle à un moment donné être capable de créer du rapport de force et faire respecter ses droits. Ouais. Alors, rapidement, justement, Olivier Klein, Bruno Béchiza, la banlieue, le lieu du banc, encore? Non. Aujourd'hui, encore, trop souvent, bien évidemment, à travers ces ghettos, à travers ces insuffisances, ces retards, etc. Moi, je partage ce qui est dit sur la prise en compte politique. En même temps, moi, j'essaie de la construire tous les jours. Mon conseil municipal, il est à l'image des quartiers de cette ville.
le collectif Assez le Feu avec lequel je travaille tous les jours. Alors, il y a aussi cette volonté-là. Et la reconnaissance, l'estime de soi, elle passe sur tous les sujets. Ouais. Dans quelle école on met son enfant, où on va travailler, dans quel logement on invite ou pas ses amis le week-end, et aussi parfois dans quel lieu de culte on peut aller prier. Bruno Béchiza, vous aurez le mot de la fin. Moi, le mot de la fin, je vais être taquin. Vous envoyez aussi, vous, l'image. Moi, pendant un mois, j'ai eu tous les médias de la terre entière, à Aulnay-sous-Bois, qui cherchaient la voiture de brûlé, la poubelle de brûlé, l'émeutier. Bizarrement, j'ai fait, dans le même temps, dans le quartier des 3000, 3 inaugurations, pas une caméra. Pas une caméra pour montrer des commerces qui réinvestissent le quartier, des acteurs qui osent rester dans le quartier. Et là aussi, quand on parle d'image, quelle image la société véhicule, et vous êtes un vecteur de communication. Bon, écoutez, entendu, on fera mieux, c'est promis. En attendant, c'est chez nous que vous avez pu découvrir ce film. Et pour prolonger, je vous invite à découvrir quelques ouvrages. Alors, La banlieue du 20h, d'après une enquête de Jérôme Berthaud par Elka Vera, qui est un illustrateur, c'est chez Casterman en 2016. Fabien Truong, Jeunesse française, Bac+5, Made in banlieue, c'est aux éditions La Découverte. Christophe Giuli, La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires, chez Champ Actuel. Et enfin, Mixité sociale et après, d'Éric Charme et Marie-Hélène Baquet au PUF. Et je rappelle, Amé, votre film Les Derniers Parisiens, que vous signez avec Ekoué, sorti donc en salle le 22 février 2017. Il est encore possible de le découvrir et je le conseille. Tout de suite, votre second film. Jamais la politique n'a occupé un tel volume d'antenne. Les hommes politiques s'expriment partout et tout le temps, sur tous les sujets. Pourtant, jamais la défiance à l'égard du personnel politique n'a atteint de tels sommets malgré les efforts de leurs communicants. Communication politique, la fin d'un règne, c'est tout de suite et c'est un film d'Isabelle Foucrier. À tout à l'heure.